La vie reprend doucement son cours normal à Barani dans le Boukou du Mouhoun et le ministre de la Sécurité, après une visite aux forces de défense et de sécurité de Barani, a fait un tour dans la ville pour apprécier ce retour de la paix. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans cette édition, Poura qui traîne un passif douloureux après la fermeture de la Sorémib en termes de pollution de l'environnement. On y trouve un bac à cyanure en plein air, des déchets de minerais entassés un peu partout. Constat à suivre dans la page Une semaine à Poura. À la une également, le musée de Sogosira Sanon de Bobo porte de nouvelles tenues pour être plus attrayante. Une réhabilitation rendue possible grâce à la commune de Bobo et à l'ambassade de France. Et c'est dans le dossier, et c'est un dossier à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Les populations de Barani dans la Boukou du Mouhoun peuvent à nouveau vaquer à leurs occupations et le ministre de la Sécurité, en visite aux forces de défense et de sécurité de Barani, a voulu apprécier ce retour de la paix dans la localité. Était de la partie Roger Kam et Draman Guéné. Barani dans la Kossi, 30 km du Mali. La ville revient de très loin, jadis asphyxiée par des groupes terroristes. Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité constate avec satisfaction la montée en puissance des FDS. J'ai envoyé ici pour ça, et si vous êtes très content du travail qu'ils font, ben nous aussi on est très contents. Le président Roch Christian Kaboré vous a promis la sécurité. Ben, nous sommes contents de constater avec vous que cette promesse-là est en train de se réaliser à Barani et que vous êtes tranquille. Barani renaît doucement. Les activités prohibées par les assaillants se mènent aujourd'hui dans la ville. À un moment donné, toutes les activités socio-culturelles qu'on avait l'habitude d'organiser à Barani, tout était suspendu. Notamment, tout le monde reconnaît Barani d'abord comme un site touristique. Notamment, nous avions l'organisation du Feshiba qui se faisait depuis longtemps et tout est suspendu. Il y a l'organisation, l'RJBD aussi qui organisait en son temps ses activités sportives et récréatives. Ça dynamisait vraiment la localité. Mais à un moment donné, tout ça s'était suspendu. Mais bon, avec les actions vraiment des forces de l'ordre, en tout cas actuellement, les activités ont repris leur cours et on ne peut que remercier. Voilà, actuellement nous jouons au ballon, les enseignants peuvent aller dispenser les cours. Nous arrivons à le faire, même si, en tout cas, il reste beaucoup à faire toujours. Nous sommes très contents de la visite du ministre de la Sécurité. Actuellement, la paix est revenue. Nous célébrons nos cérémonies festives sans problème. Les marchés de la zone se fréquentent avec moins de risques. Plusieurs villages sont réhabilités avec le retour des déplacés internes appuyés par les FDS. Et lorsque sur les théâtres des opérations de maintien de la paix, des soldats sont traumatisés, leur prise en charge est assurée par le personnel médical et paramédical des ministères de la Sécurité et de la Défense. En vue de leur déploiement, 20 médecins et infirmiers de ces deux ministères ont bénéficié d'une formation initiée par l'Institut des Nations Unies pour la recherche et la formation avec l'appui du gouvernement canadien. Issa Kafando et Sébastien Zongo. Ils sont 20 médecins et infirmiers de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale à recevoir leur parchemin de fin de formation. Une formation de formateurs axée sur le secourisme au combat, la médecine de théâtre d'opération et de soutien psychologique de base. Ils ont appris à combiner la médecine d'urgence pour pouvoir sauver les blessés ou se prendre en charge sur les théâtres d'opération en tant que soldats. Cela permet de se sauver la vie des soldats qui se prennent en charge. Il a juste 10 minutes pour survivre en attendant l'arrivée des secours plus appropriés que l'équipe médicale. La formation théorique a été couronnée par un exercice en ambiance réelle sous les feux en zone orange à Lumbila. Des études ont montré qu'un tiers des décès sur le terrain peuvent être évités par l'administration des soins critiques au plus près du blessé. C'est ce que nous appelons la médecine d'urgence loin en avant du blessé, c'est-à-dire les premiers soins sont administrés sur le terrain ou alors
à proximité du champ de bataille. C'est très important pour la suivi des blessés. C'est une session de renforcement des capacités de réaction du personnel médical et paramédical à déployer dans les opérations de paix des Nations Unies. Elle est voulue par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche avec le soutien du gouvernement canadien. Depuis un certain temps, nous nous battons contre des ennemis, en l'occurrence le terrorisme. Donc en fait, cette formation est bienvenue pour renforcer les capacités de nos personnels de santé qui doivent s'occuper des hommes sur les théâtres d'opération. En plus des théâtres d'opération, ces personnels de santé, de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale sont aussi destinés à servir dans les hôpitaux de premier niveau. Plus de 1000 dossiers pendants en justice bénéficient d'une assistance judiciaire. La situation occasionne des frais supplémentaires et peut même affecter la confiance du justiciable. Un apurement diligent de ce passif s'impose, d'où cette rencontre de Koudougou entre chefs de juridiction et de greffe voulue par le Fonds d'assistance judiciaire. Alidou Badini et Sébastien Zongo. Depuis 2016, le Fonds d'assistance judiciaire prend en charge les frais liés au procès de personnes qui, en raison de l'insuffisance de leurs ressources, ont des difficultés à faire valoir leurs droits devant la justice. À la date du 31 décembre 2020, seulement 17% des 1293 dossiers du fonds ont été traités par les juridictions. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de dossiers, plus de 1000 dossiers sont en instance. Et sur ces 1000 dossiers, il n'y a que 218 dossiers qui ont reçu des décisions. La situation alourdit les charges d'assistance, pouvant réduire le nombre de bénéficiaires et peut même affecter la confiance des justiciables au Fonds d'assistance judiciaire. Nous sommes là pour faire le plaidoyer auprès des chefs de juridiction et auprès des chefs de greffe pour qu'ensemble on puisse avoir une formule qui permette justement un traitement diligent de ces dossiers pour le bonheur de ces gens, quand on sait qu'en filigrane, notre travail contribue à apaiser le climat social, à faire comprendre et à faire accepter par les gens que la justice reste l'une des meilleures voies de résolution des conflits. Cette rencontre est organisée avec l'appui technique et financier de l'Association du barreau américain. Elle est initiée par le Fonds d'assistance judiciaire et la Commission nationale des droits humains. C'est important parce que ça nous permettra véritablement de rendre effectif la jouissance donc des droits humains, notamment l'accès à la justice aux populations vulnérables. Le Fonds d'assistance judiciaire est un établissement public de l'État avec pour entre autres missions de rendre effectif le droit d'accès à la justice aux personnes démunies et vulnérables. Dans la prise en compte du genre, plusieurs structures partenaires du Présimètre ont expérimenté des bonnes pratiques. Des pratiques que l'association d'appui et d'éveil Poksada a présentées au cours d'un atelier, une rencontre qui vise à capitaliser les bonnes pratiques genre en suivi des politiques publiques des projets du programme Présimètre Césaire Kafo et Isia Kanana. C'est un atelier de validation et de capitalisation du document des bonnes pratiques genre des projets des organisations partenaires du programme Présimètre. Réunis ici, la quinzaine de partenaires mutualisent les bonnes pratiques en matière de suivi des politiques publiques. L'approche mise en œuvre par l'AMR, l'approche mise en œuvre par le GEDES, l'approche mise en œuvre par le RENLAC, que je peux citer, le bulletin KUKA, qui attire les jeunes, les tout petits, à découvrir les manquements dans les différentes pratiques. Donc c'est un peu ce qu'on va découvrir dans le document de capitalisation que nous allons présenter aujourd'hui. Nous voulons évaluer ce que nous avons pu entreprendre de positif, qui a eu du succès auprès de nos populations en matière de genre. Financé par l'ONG Diaconia, il s'agit pour les participants de recueillir les observations et amendements en vue de l'amélioration et de la finalisation du dit document. La principale attente, c'est que le maximum d'organisations de la société civile, le maximum d'organisations partenaires puissent avoir ces bonnes pratiques-là et les mettre en œuvre dans les projets, les programmes qui y déroulent. Une fois validé, le document sera par la suite dupliqué pour servir de référentiel.
L'objectif étant de permettre aux populations de jouer pleinement leur rôle de veille citoyenne. Première assemblée générale de 2021 de l'Union des vendeurs de pièces détachées cycles et cyclomoteurs. Il s'est agi de jeter un regard sur le bilan des activités et planifier celles à venir. Déjà, on retiendra que l'Union a contribué en 2020 au détoxage des produits de la SAP olympique à hauteur de près d'1,3 milliard de francs CFA. Issa Kafando et Sanoua Christine Koulibaly pour plus de détails. C'est une première assemblée générale de l'année en cours sur fond de bilan des activités de l'Union. Une union créée en 2017 et qui s'est aussitôt attelée à la formation de ses membres sur la réglementation du commerce au Burkina. La lutte contre la concurrence déloyale était également dans son viseur. Concernant la lutte, nous allons faire des formations à nos membres. Nous allons collaborer avec le ministère. Nous allons collaborer avec la délégation consulaire pour mieux organiser le commerce au Burkina Faso. En 3 années d'existence, l'Union a déjà apporté beaucoup à l'économie nationale. Le représentant du ministre en charge du commerce en veut pour preuve ses multiples soutiens aux entreprises en difficulté. En 2019, notamment le 30 septembre 2019, nous avons organisé une campagne de déstockage des produits de la SAP olympique, ce qui nous a permis de vendre environ 900 millions de francs CFA. Et ce qui a permis de déstocker les produits de la SAP olympique. Ensuite, en 2020, nous avons organisé le même exercice avec la SAP olympique, ce qui nous a permis de vendre environ 1,4 milliard de francs CFA de produits de la SAP olympique, ce qui a permis de soulager la SAP olympique qui était une société vraiment en difficulté. Un partenaire clé de l'économie nationale sur lequel la délégation consulaire du centre fonde l'espoir de voir naître au Burkina une unité de production de pièces détachées. Le Burkina Faso étant un grand consommateur d'engins à 2 roues. Les populations de Nanoro n'ont plus besoin de parcourir des kilomètres pour leurs analyses médicales. La commune dispose désormais d'un laboratoire équipé. L'infrastructure qui est offerte par l'ONG Res Republica est inaugurée ce 27 février à Nanoro. Témoignage Adamangiti et Sekou Zongo. À travers cette coupure de ruban, la commune de Nanoro dispose désormais d'un laboratoire d'analyse biomédicale et équipé pour servir les besoins des populations de la commune et des villages environnants. La réalisation de ce laboratoire est l'œuvre de l'ONG Res Publica, un partenaire de la commune depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous avons souhaité poursuivre nos efforts en complétant ce centre médical d'un laboratoire d'analyse médicale afin de proposer aux populations une offre de services et un cadre de soins de meilleure qualité. Ce laboratoire est ainsi offert aux populations de Nanoro est un plus pour le dispositif médical de la commune, de l'avis du premier responsable du département de la santé. Charles Maïwedraogo rassure par ailleurs les populations de l'accompagnement de son ministère. Mon département a déjà pris l'engagement d'envoyer du personnel, de sorte que ce matin, nous avons déjà présenté les 2 techniciens biomédicaux qui vont prendre service ici et commencer à travailler dès le lundi prochain au centre médical de Nanoro, pour faire en sorte que cette inauguration ne se poursuive pas avec une absence de service, mais avec une offre de services régulière et permanente pour le bonheur des populations. La réalisation de cette infrastructure médicale est estimée à 55 millions de francs CFA. Elle est entièrement équipée et prête à offrir ses services. Le ministre de la Santé souhaite par ailleurs que les équipements soient bien entretenus afin de garantir la survie du laboratoire. Le complexe scolaire Bangr Venom de Youlou à Koudougou est lui aussi inauguré ce 25 février. Autrefois composé d'une école primaire et d'un centre de formation, ce complexe scolaire, qui est le fruit d'un partenariat entre le Burkina et le Luxembourg, s'est agrandi et porte désormais un nouveau look. Amadou Ilboudo et bienvenue Tansa. Un cadre d'apprentissage remis à neuf et agrandi avec un modèle architectural de type nouveau. En plus d'une école primaire et d'un centre de formation professionnelle, le complexe scolaire communal Bangr Venom de Youlou, dans la commune de Koudougou, compte désormais une école maternelle, un collège,
un lycée, une cantine scolaire, une bibliothèque, une salle d'informatique, pour ne citer que cela. Nous avons adopté une nouvelle formule intégrée d'éducation et de formation. Ce sont les complexes intégrés d'éducation de base. On consacre donc le continuum du système éducatif. Et aujourd'hui, donc, nous venons de voir cette expérience ici. Donc, c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons cette infrastructure dont le projet a démarré en 2017 et qui vient contribuer à accroître l'accès et surtout la qualité du système. La normalisation de ce complexe scolaire est à mettre à l'actif de l'ONG luxembourgeoise Le Soleil dans la main. Ce projet est basé sur une volonté d'entraide entre les peuples et d'un apport social fort, c'est-à-dire donner l'accès à l'éducation à tout à chacun, quelle que soit son origine sociale ou géographique. Et ce projet est donc donné à la commune à compter de ce jour. C'est une grande joie qui anime aussi bien la mairie que l'ensemble de la population. Et nous attendons jouer notre partition pour offrir des conditions meilleures à nos enfants pour qu'ils puissent accéder au savoir et à la connaissance. Plus de 700 millions de francs CFA, c'est le coût de la rénovation de cette infrastructure qui accueille 1200 élèves. Dernier jour de notre équipe de reportage à Poura, la question de la desserte de l'eau a retenu leur attention. Comme vous allez le voir dans le reportage, des difficultés sont parfois observées dans la distribution de l'eau et Alidou Badini et Sekou Zongo ont voulu en savoir davantage. Suivez leur explication. De l'eau pour les besoins domestiques, pour le lavage du minerai, l'or bleu est aussi convoité que le métal jaune à Poura. Et ce n'est pas sans conséquence. Réellement, nous souffrons ici. Il nous arrive de faire 3 jours sans eau. Nous nous rabattons sur les eaux troubles des puits et dans ces puits, on peut y passer toute la journée sans rien avoir. Pour nos besoins en eau, nous sommes obligés d'aller hors de la ville. Les coupures d'eau sont récurrentes ici à Poura. Ce n'est pas les coupures seulement. On a des difficultés encore au niveau des raccords. Et les raccords quoi. Exact, lâche le chef du centre ONEA de Poura. Des baisses de tension qui jouent sur la distribution d'eau dans la ville, mais les coupures d'eau excèdent rarement 24 heures, assure le patron de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Poura. Ici, premièrement, nous enregistrons une baisse de tension et nos équipements fonctionnent minimum 380, maximum 430 des équipements. Et souvent, nous nous retrouvons autour de 317 volts. Et cela ne permet pas les électropompes de débiter correctement, de donner le débit normal. Ça entraîne les pannes des pompes. Et dès lors qu'il y a ces arrêts, à ce moment, la fourniture d'eau est interrompue. Il faut qu'on repart pour pouvoir relancer. On peut faire 24 heures, mais pas plus que 24 heures de coupure d'eau. Mais on a des zones aussi un peu élevées. Dès lors qu'il y a une coupure d'eau comme ça de 24 heures, pour que ces zones puissent avoir l'eau, il faut que ces zones aient au moins 48 heures. Parce que c'est des zones élevées. Il faut que le château soit rempli et la pression soit forte pour que l'eau puisse monter là-bas. Depuis septembre 2020, la station a acquis 3 groupes électrogènes de grande capacité, ce qui a amélioré nettement la situation. En cas de coupure ou en cas de vraiment une chute de baisse de tension tellement élevée, on demande le groupe pour continuer le service. C'est bien vrai que 2020, vraiment, on a parcouru vraiment des difficultés, mais 2021 prononce bien. Parce que 2021, là, et actuellement, les 3 groupes électrogènes sont effectifs et fonctionnels. Toutefois, d'autres motifs d'inquiétude demeurent, regrette Passoké Manegba Konseiga. Panne récurrente des électropompes, vétusté des conduites d'eau, menace des installations par l'activité d'orpaillage et risque de pollution de la source d'eau par les produits chimiques nocifs. En plus de la pénurie d'eau, Poura traîne un passif douloureux après la fermeture de la Soremib. En termes de pollution de l'environnement,
Un bac à cyanure est par exemple abandonné en plein air, des déchets de minerais entassés un peu partout, des forages non utilisables du fait de la présence d'arsenic dans l'eau, une réalité amère constatée par Alidou Badini et Sékou Zongo. Quand nous regardons les autres pays, à côté de nous, ou plus loin de chez nous, nous comprenons que le malheur des peuples, leurs malheurs proviennent essentiellement des richesses de leur sol et de leur sous-sol. Nous ne voulons pas que Poura devienne Soweto. Nous ne voulons pas que Poura devienne Chaperville. Nous ne voulons pas de Katanga. Nous ne voulons pas de Kolwezi. Déclaration du président Thomas Sankara à la cérémonie d'ouverture de la Solemib, la société de recherche minière du Burkina Faso. Nous sommes le 18 octobre 1984. 37 ans après, la première mine d'or d'exploitation industrielle du Burkina n'a pas échappé aux craintes du père de la révolution burkinabé. Ici, tout n'est que désolation, avec un fort risque de pollution et de catastrophes écologiques et sanitaires. Un bac à cyanure, des tas de déchets rejetés par la mine à ciel ouvert, exposés au vent et aux pluies. Quelques minutes passées sur les lieux et l'on ressent déjà les effets des trous béants à perte de vue. Avec les carrières à ciel ouvert qui sont abandonnées à eux-mêmes, qui ont englouti nos enfants, il y a le bac à cyanure qui est là, qui est à ciel ouvert, qui continue de polluer et la nappe souterraine et l'air que nous respirons. Vous voyez la partie clôturée avec le grillage là, c'est le rejet de la cyanure de Soromib. Après, quand il y a les déchets de cyanure comme ça, c'est ici qu'on transportait venir vider ici là. Très dangereux. Vous vous sentez déjà l'odeur là. Après 21 ans aujourd'hui là, vous voyez toujours, on sent l'odeur de ça. Vous avez remarqué quand vous êtes allé dans la mine, au niveau de la carrière, vous avez vu les carrières à ciel ouvert. Vous avez vu des grands trous béants qui sont par-ci par-là. Vous avez vu que vraiment, c'est une terre à la limite, si on peut dire, irrécupérable, avec toutes ses conséquences. Vous voyez, ça c'est le travail de ce que nous avons eu, c'est-à-dire de l'ancienne mine, c'est ce qu'ils nous ont légué. Les gens tombent même, on ne peut même pas savoir. Les animaux, ça on n'en parle pas. Malheureusement, à Poura, ils nous ont laissé dans des problèmes, dans des vrais problèmes, dans les déchets. Des déchets de la mine, on en trouve presque partout à Poura, comme sur ce site de rejet de la Solemib. Ici, la terre rejetée il y a plus de 3 décennies est manipulée sans aucune forme de protection par des personnes de tous âges à la recherche de quelques pépites. Qui parle d'orpaillage, l'utilisation de produits chimiques toxiques. Et c'est très dangereux pour en tout cas toute la population. Voilà. Nous qui sommes même les habitants, même nos animaux, c'est surtout parce qu'ils tombent et qui boivent ou bien qui se nourrissent de ces produits toxiques ou bien en tout cas qui sont contaminés. Et généralement, nous avons trop de dégâts. C'est-à-dire depuis la Solemib, les roches qui sont dans le sous-sol sont, je ne sais pas, c'est des mouvements, c'est-à-dire sont contaminés et ça se propage. Voilà, ça se propage. Et quand ça se propage, ça veut dire que si tu remarques, nous avons des forages à Poura, c'est bien, mais malheureusement que la plupart des forages sont contaminés par l'arsenic. Côté environnement, ça détruit le couvert végétal et aussi ça pollue l'air. Par exemple, quand les gens concassent leurs minéraux ou bien les vannes, ça amène la poussière et les produits qu'ils utilisent pour l'extraction, ce sont des produits toxiques. Quand ces produits vont s'infiltrer dans l'eau, c'est toute la population qui consomme. Pour le conseil municipal de Poura, il est grand temps de trouver des solutions durables afin de réhabiliter le site et éventuellement de faire de cette expérience de première mine industrielle burkinabé un site touristique où les ratés serviront désormais de leçon pour le futur. Mais pour l'heure, il faut parler au plus urgent
et les autorités locales demandent l'appui de l'État burkinabé. Retour à Ouagadougou où le rapprochement entre les peuples marocains et burkinabés s'exprime sur le site du CIAO à travers une exposition-vente des produits locaux Made in Maroc. C'est la 3e édition de la foire marocaine qui fait découvrir la diversité des produits agroalimentaires et de l'artisanat de ce pays. Gérard Sommet et Olopoda, reportage. Le Maroc, engagé dans la conquête du consommateur burkinabé avec une exposition vente des produits locaux. Ces journées promotionnelles, 3e édition, mettent un point d'honneur sur des produits faits à base du cuir. Et c'est ici, au CIAO, que le royaume chérifien se fait découvrir par son savoir-faire en matière d'artisanat. Des chaussures, des ceintures et bien d'autres articles en cuir faits dans la pure tradition marocaine attendent la clientèle. Nous sommes là avec une nouvelle collection de chaussures, toujours la qualité 100%, cuir, tout ça. Et toujours la promotion elle est là. Cette fois on a amené des sandales médicales. C'est la première fois à l'intérieur cuir et l'extérieur cuir. C'est des sandales médicales. Garantie 100%, c'est cuir à l'intérieur. À l'intérieur, il y a cuir de chèvre, ici cuir de veau. Outre l'artisanat, divers produits agroalimentaires du patrimoine culturel du royaume sont aussi exposés. Du curcuma, du nigel, de la cannelle, du poivre, des huiles alimentaires bio et des épices se font admirer ici. Il y a aussi les épices, les nouveautés, c'est pour grillade, pour poisson, pour poulet. Il y a différentes huiles aussi. Il y a aussi huile d'olive qu'on a envoyée cette fois en très bonne qualité, certifiée par l'État marocain. Première pression au froid, que nous saurons à leur attendre, que nous serons à la hauteur de ce qu'ils sont en train de voir de nous. Chaque fois, on vient, ils trouvent le bon prix, la bonne qualité et les bonnes choses. Rencontrer des partenaires burkinabés pour un partage d'expériences gagnant-gagnant, c'est tout l'enjeu de cette exposition vente qui vise à valoriser ces produits. Un label marocain que le promoteur de ces journées promotionnelles ambitionne faire connaître en vue de nouer les relations commerciales avec des Burkinabés, question de contribuer au renforcement de la coopération d'amitié entre les deux pays. L'ONG Atous Nyenenga veut convaincre les jeunes filles à s'intéresser aux métiers non traditionnels pour les femmes. Et pour cela, elle a organisé un concours dénommé Concours Femmes de Défi qui a connu son apothéose ce 25 février à Ouagadougou. Alors, qui sont les lauréates? La réponse dans ce compte-rendu de Alidou Badini et Sekou Zongo. C'est une soirée pour célébrer et magnifier la femme burkinabé. Et c'est à travers une compétition nationale dénommée Concours Femmes de Défi. Une action qui vise à susciter l'adhésion des jeunes filles aux métiers non traditionnels pour les femmes, facteur de leur intégration socio-économique et de leur épanouissement. Nous avons organisé ce concours pour encourager celles qui sont sur le terrain de façon à ce qu'elles puissent y rester et, de par leur présence, créer de nouvelles vocations. La compétition a reçu 13 candidates qui ont rivalisé dans plusieurs disciplines. À l'arrivée, 5 ont convaincu le jury et ce sont elles qui sont ici récompensées. Je sens très heureuse de m'avoir félicité et surtout de m'avoir encouragé de continuer à exercer mon métier. Nous avons assisté cet après-midi à la remise des prix à des femmes qui pratiquent des métiers traditionnellement dédiés aux hommes. Cela vraiment est très louable et cela permet aux femmes d'avoir des revenus. L'ONG Atous Nyenenga est une organisation à caractère social. Elle intervient dans la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes depuis une vingtaine d'années. Le concours Femmes de Défi est à sa première édition.
L'ambition affichée par les organisateurs, recevoir plus de candidatures aux prochaines éditions. À bâton rompu, la ministre en charge de la culture a échangé avec les journalistes et animateurs culturels. Dr Elise Foniamba Ilbudo-Tombiano a voulu s'imprégner des conditions de travail de ces acteurs culturels et à l'issue de la rencontre, elle a souhaité plus d'accompagnement à leur profit. Compte rendu de Adama Giti et Sekou Zongo. Lorsqu'on parle de culture, Échange direct entre journalistes et animateurs culturels et le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. C'est à travers un déjeuner de presse que le tout nouveau ministre s'imprègne des difficultés de ces hommes de médias dans leur travail au quotidien. Le tout dans un esprit de valoriser davantage la culture burkinabé. C'est un échange, c'est un partage. Donc cela signifie que nous avions pensé qu'il était intéressant que nous puissions aussi aller vers vous pour des échanges, pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux se diriger, tout cela en tout cas, afin de mettre en exergue au mieux notre culture. Plusieurs préoccupations de journalistes et animateurs culturels sont ici posées et en retour, Elise Foniama Ilbudo Tombiano rassure de la disponibilité de son département à accompagner toute initiative visant à promouvoir la culture. C'est des questions de formation et c'est légitime, c'est des questions de décoration, c'est également légitime. Donc tout ce qui est à notre pouvoir en tout cas, nous ferons en sorte que les problèmes puissent être aplanis. Et vous avez également parlé du problème de financement, et notamment le problème lié au fonds que dispose donc le ministère. Et je crois que pour ceux qui sont déjà organisés en subvention, c'est plus facile en tout cas de les prendre en compte avec les subventions que nous avons. Malgré la persistance de la pandémie du Covid-19, le département en charge de la culture croit dur comme fer. La culture burkinabé saura résister à ce bouleversement mondial, mais il compte surtout sur l'engagement des journalistes et animateurs culturels afin de relever le défi. Je vous le disais en titre, le musée Sogo Sira Sanon de Bobo rénove ses habitats traditionnels pour attirer encore plus de monde. La réhabilitation est rendue possible grâce à la commune de Bobo et à l'ambassade de France. Il faut le dire, le musée a réussi à avoir un taux de visite satisfaisant en 2020, malgré le Covid-19. Amadou Marcelto. Visitez les habitats traditionnels du musée Sogo Sira Sanou de Bobo et vous aurez une folle envie d'y rester, de vous y installer. Construit avec des matériaux locaux et dans le respect des savoir-faire architecturaux des communautés Peul et Bobo, il y fait en effet bon vivre. Le climat que nous ressentons quand nous rentrons dans ces habitats, nous sommes sentis un peu vivants. C'est un musée qui est sur place depuis 1990, sur l'initiative de 3 communautés de la ville de Bobo, les Bobo, les Sénoufo et les Peul. La gestion des habitats traditionnels demande un suivi saisonnier. Hier, dans un état de délabrement avancé, ces habitats ont été restaurés grâce à l'ambassade de France. Les autorités communales ont tout mis en œuvre pour remettre en bon état le bâtiment principal qui avait aussi des problèmes d'étanchéité et d'aspect extérieur pas très agréable. Cela a été fait par les autorités communales. Ensuite, l'ambassade de France a donné les moyens dont supporter les charges de la réhabilitation de nos habitats traditionnels. À l'instar de ces étudiants de l'université de Bobo, de nombreux Burkinabés n'hésitent plus à franchir le seuil des musées. C'est ce qu'a fait ce matin cette famille. Je suis là avec ma famille pour visiter notre musée national et connaître aussi l'histoire de notre pays et faire connaître aussi l'histoire de nos enfants qui ignorent beaucoup de choses. Au musée Sogo Sira Sanou, on multiplie les stratégies pour encore et toujours attirer un grand monde dans le musée. Nous allons vers eux, nous les sensibilisons au niveau des établissements à travers plusieurs canaux. Les réseaux sociaux sont là maintenant. Il suffit de lancer peut-être des annonces et d'inviter certains groupements à venir et puis nous avons des effets positifs. En 2019, le musée a pu enregistrer environ 8000 visiteurs
en particulier les jeunes scolaires et les étudiants. Et en 2020, malheureusement, le Covid-19 a fait que nos visites ont été ralenties un peu. Néanmoins, nous avons pu enregistrer, malgré 3 mois de fermeture, plus de 6500 visiteurs. Le musée Soro Sira Sanou a ouvert ses portes dans les années 1990. Il est placé sous la double tutelle de la mairie de Bobo-Dioulasso et du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et c'est ce qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. Bonne reprise de service demain, mais en attendant, je vous souhaite un bon dimanche en compagnie des programmes de la RTB.